Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus nombreux et nombreux chez Caribe ce soir. On est extrêmement heureux d'accueillir Ian Sinclair à l'occasion de la parution donc, chez Inclus Dernière Marche de Quitter Londres, The Last London, le troisième volume de ce qui apparaît maintenant ex post comme une trilogie, mais que peut-être Ian Sinclair nous dira si c'était une trilogie dès le départ ou si c'est quelque chose qui est venu un petit peu au fil de l'eau. On va se méfier de l'expression au fil de l'eau, parce que dans ces livres, elle joue quand même un rôle bien particulier. L'un des personnages de Quitter Londres, qui est un critique et un auteur en fait, qui écrit notamment dans The Guardian, disait à propos de Quitter Londres que c'est le 18e texte en fait que Ian Sinclair écrit sur Londres. Ce qui laisse penser peut-être que Ian Sinclair, en fait, est l'écrivain qui incarne le plus aujourd'hui toutes les facettes de ce que peut être Londres. Bon, en une cinquantaine de minutes ce soir, on va essayer d'en élucider quelques bouts de ce rapport en fait à Londres et à ses évolutions sur maintenant quelques dizaines d'années. Donc vraiment, voilà, merci. Donc on va pratiquer, c'est Jérôme Schmitt, donc que l'on remercie, qui va pratiquer l'interprétariat en fait de la soirée. Et on va commencer donc par une première question en fait sur Quitter Londres. On ne fait évidemment pas de paris sur ceux ou celles parmi vous qui ont déjà lu le livre et ceux qui ne l'ont pas lu. Donc, voilà, à la surprise, on va essayer de ne pas spoiler, mais que c'est pas un roman à suspense, donc normalement ça doit pas poser de problème gigantesque. Moi, j'avais une première question qui était, alors peut-être un peu naïve, mais qui m'a vraiment frappé dès les premières dizaines de pages de Quitter Londres, qui est London Orbital, donc en 2002, la trajectoire, la déambulation était sous contrainte, parce qu'il y avait à suivre la M25, donc cette immense ellipse thatchérienne, cet immense ellipsoïde thatchérien, qui fait le tour de Londres à une trentaine de kilomètres, un peu moins même, du centre de Londres. Et c'est là effectivement que la plupart d'entre nous ont découvert pour la première fois Ian Sinclair en français, donc par ce travail d'arpenter réellement tous les à côté et les fossés qui entourent la M25, et puis d'y lire quelque chose, enfin de nous pousser à lire quelque chose. Ensuite, 13 ans plus tard, donc avec London Overground en 2015, là encore, en suivant cette ligne de métro aérien, enfin, ou de train en pleine ville, la ligne orange, la Ginger Line, London Overground a encore une trajectoire fixée, contrainte. Ian Sinclair ne peut pas aller se promener où il veut. Dans The Last London, Quitter Londres, là, cette contrainte semble avoir disparu. D'un seul coup, il n'y a plus de trajectoire à fixer, et donc ça prend une apparence assez différente, plutôt de damier ou d'échiquier, et pourtant c'est certain qu'il y a une structure. Donc moi j'aurais bien aimé savoir voilà, ce que ça faisait de raconter le Londres, donc, qui continue à bouger, mais en n'ayant plus la trajectoire en fait imposée. The process started with this very insane idea to walk around a motorway. This is not driving around a motorway. Going around a motorway in a car is a kind of sleep. It's a kind of cinema. It's a reverie. You're trapped within this little space, and the landscape becomes a dream. And therefore, to walk it is a difficulty, but a walk allows you to tap into the history of this landscape and to discover. Okay, haven't started. I talk in that way. I'm sorry. It's like the river Thames. It just flows. Donc ça a commencé comme un processus autour d'une autoroute, une motorway. Autant qu'on conduit sur une autoroute, on est dans quelque chose de cinématique, dans une rêverie. Autant quand on marche, ce qui est le cas dans mon premier livre, London Orbital, autour de la M25, cette autoroute qui est orbitale autour de Londres. Il y a un travail à faire où on découvre des choses beaucoup plus prégnantes, beaucoup plus importantes. I should also say, in terms of London Orbital,
I was trying to exorcise this horrible thing called the Millennium Dome. New Labour built a tent which had no content. It was empty. It was a perfect metaphor for the politics of the moment, to spend millions of pounds on an empty tent. No one knew what to put in it. So that shape of a round is what I wanted to walk to discover the new London. Et donc quand j'ai écrit London Orbital, je voulais aussi affronter le Dôme du Millénial, qui était un des projets majeurs du nouveau parti travailliste de l'époque. Et c'était une assez bonne métaphore de leur projet politique, puisque c'était une tente totalement vide, qui n'avait aucun sens, et autour de laquelle j'ai appris à marcher. But now to come through to the last London, as it's called, or quitter Londres, it was as if the city in its old identity had disappeared. Now London was more like other cities than the rest of Britain, and it was also a digital city. Everybody moving around London there's nobody is in the landscape as I understand it. They're all in this alternative digital version. And the centre of London was becoming empty because the buildings in Chelsea or Kensington were being bought by overseas investors just as buildings, and there was nobody in them. So the centre was empty and the periphery was filling up with the people who were expelled. So in a sense it was a city I wanted to disappear from and move into somewhere else, because it couldn't be described in the same way of writing. Et donc dans mon dernier livre, Quitter Londres, qui s'appelle The Last London en anglais, j'ai voulu m'attaquer au centre de la ville, qui est devenu un centre digital où les gens sont collés le nez aux écrans et où les immeubles se vident petit à petit. Des quartiers comme Chelsea ou Kensington sont partis aux mains d'investisseurs étrangers qui n'habitent plus du tout la ville. Et c'était un peu ma volonté de disparaître de cette ville qui devenait vide et autour de laquelle on ne pouvait plus écrire. Alors, une des choses qui est saisissante, donc, et ça je le dis peut-être pour ceux qui l'ont pas encore lu, donc ni Quitter Londres ou l'un des deux précédents dans cette trilogie fantôme, ce qui est frappant, c'est qu'il y a à la fois des dizaines, voire des centaines en fait d'anecdotes, de choses extrêmement saisissantes, de la rencontre avec un bâtiment, de la rencontre avec un pub, de la rencontre avec un aquarium postmoderne. Il y a vraiment des moments. Et évidemment, l'art, le talent et la puissance de Ian Sinclair, c'est de relier ça sans arrêt à trouver du sens en fait dans ces choses qui ont un air vu de loin un peu fortuit, mais qui évidemment ne le sont pas, ou en tout cas on peut montrer comment elles ne le sont pas. Et moi j'avais une question, on reviendra sur cette question des coïncidences signifiantes, mais une des choses qui est, je trouve, la plus frappante dans la façon justement d'arpenter ce paysage, donc que ça soit sous forme ellipsoïdale, rectiligne ou en échiquier, c'est que Ian Sinclair, en fait, c'est lui qui écrit les livres, qui extrait cette substance, mais il y a toujours des accompagnateurs. Il y a des personnes, en fait, qui accompagnent le périple, qui peuvent se relayer ou qui peuvent être présents. Et je voulais savoir, voilà, dans cette mécanique de production littéraire et intellectuelle, quel rôle jouent ces accompagnateurs, ces gens qui vont faire le parcours avec Ian Sinclair. I say somewhere in the book that who you walk with affects what you see. That very important for me is the choice of the person who comes with me. That the people who join me on the journey become forced to be characters in a novel. Because although this seems to be a documentary, it's also a kind of fable, a myth of the city. And I like to have people with me who can be comic, Don Quixote style, or sometimes tragic, because of late some of the people have become ill because of the landscape they're in, or they have a kind of knowledge that I don't have. They know Robert Macfarlane, the writer, comes with me. He climbs up trees. He has little bags that he puts all the flowers in so that he can look at them later. Will Self, the writer, comes with me, and he's munching along and making monologues and speeches. So all of those things affect what the book becomes. Oui, je dis dans mon dernier livre, dans Quitter Londres, à un moment que le voyage, la marche diffère selon l'accompagnateur.
Donc, selon la personne avec qui je vais marcher, l'expérience et la littérature qui va en découler va être différente. Déjà, tous ces gens vont être des personnages de mes romans, il faut qu'ils le sachent en amont. Et il y en a donc qui vont être plutôt comiques, dans le genre un peu à la Don Quichotte. Il y en a d'autres qui vont être plutôt tragiques, parce qu'ils ont eu eux-mêmes... ils ont dû souffrir justement de cette ville, des modifications du landscape. Et puis il y a des gens, par exemple, comme Robert Macfarlane, c'est ça, qui est un écrivain qui m'a accompagné. Lui, il passe son temps à prendre les fleurs et à les mettre dans des petits sacs pour pouvoir les regarder un peu plus tard. Et à grimper aux arbres, ouais. Et il y a aussi, par exemple, Will Self, qui est beaucoup plus cinétique, qui aime bien courir, qui remue de l'air, etc. Donc voilà, chacun de ces personnages va affecter mon écriture et ce qui va être dans le livre. And by the time the walk was finished, Will Self had written about it for the evening paper in London before we got back home. Robert Macfarlane went up a tree and he found the names carved in the tree of lovers from 1940, that I didn't even know in my own landscape. And a mask of a woman who died and been murdered in that park, which was grown over by the trees. Par exemple, dans les dernières trouvailles par exemple, Will Self, c'est quelqu'un de très rapide, donc avant même qu'on ait fini la marche, il a déjà écrit un papier pour le journal du soir anglais. Par exemple, Robert Macfarlane, quand il est monté aux arbres, la dernière fois, il a trouvé des noms de 2 amants dans les années 40 qui avaient gravé là leur nom, alors que c'était mon quartier, moi je savais même pas que ça existait. Il a aussi trouvé un masque, c'est ça, qui était gravé à même l'arbre. Non. Est-ce que, il y a une personnage, alors tous ces accompagnateurs apportent effectivement et au fil des pages, dans Quitter Londres bien entendu, mais également dans le Nord Orbital et dans le London Overground, on sent, on devine leur contribution, la façon dont ils modèlent l'appréhension de la réalité que choisit ensuite de faire Yann Sinclair. Il y a un personnage, je trouve, qui domine de sa masse London Overground et qui réapparaît à plusieurs reprises dans Quitter Londres, qui est Andrew Cutting. Est-ce que tu me dirais un mot sur le rôle plus particulier d'Andrew Cutting? A big role is played in London Overground, particularly, and in this as well, by a person called Andrew Cotting. You may know his work as a filmmaker. He speaks a kind of French. He spends time living in a hut in the Pyrenees, and he made a film with me called Swan Down, which was put out in a French version as well and subtitled. And in this, we take a swan pedalo, a swan boat, and we take it from Hastings on the south coast through the sea and then up the rivers all the way to London at the time of the Olympic Games. And so during this mad excursion, I got to know this man very well. Very energetic, very big, very larger than life, for example. And Jerome's a filmmaker, he'll know how horrible this is. He jumped off the Swan with all his microphones on, 2,000 pounds, and it just down, you see him going down through the river, and the sound guy is going, oh. But the tragic thing was at the end of all of this, I persuaded him to walk around this railway system with me to the whole of the system in one day, 30 miles or something. And he did it, and then he's going home to the coast on his motorbike, and he's in a real accident. He's hit on the Old Kent Road, and the blood is pouring out, and he nearly dies, but he survives. And when he recovers, he wants to exorcise that experience by walking the same walk we'd done, but now by night. So together, right through the night in London, we walk around the whole railway system and arrive at the hospital that he's been taken to in the dark, and nobody stops us. With huge rucksacks, dirty, filling up, walk all through this hospital of sleeping people, out the other side, and the sun is rising over the Thames, and that kind of is a recovery for him. So he's a
fictional character, but he's much larger than life. Oui, donc Andrew Cutting, c'est quelqu'un avec qui est très présent dans mon deuxième livre traduit en français, qui est London Overground, mais également dans le dernier Quitter Londres. C'est quelqu'un qui connaît un peu la France. Il a longtemps habité dans une hutte dans les Pyrénées. C'est un personnage vraiment à part entière. Quelqu'un de très exubérant, avec une personnalité très forte. Et on a appris à bien se connaître en faisant un film ensemble qui s'appelle Swandown. Swandown, le principe c'est qu'on a pris des pédalos en forme de cygne. Un pédalo en forme de cygne. Et on a remonté de la côte sud de Hastings jusqu'à la ville. Sur la Manche, etc., sur la mer. Et on est remonté comme ça. Et la Tamise, et puis Londres. Et on a filmé, on en a fait un film ensemble. C'est quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête. Par exemple, à un moment, il a décidé de sauter dans l'eau avec tout le matériel de son. Et on pouvait rien faire. Enfin, l'ingénieur son le regardait d'un air ébahi. Et puis, quand on a fini notre périple sur le pédalo, on a fait une longue marche ensemble. Et malheureusement, quand il est rentré chez lui ensuite en moto, il a eu un gros accident. Il a failli quasiment mourir. Et quand il s'est remis de ça, il a dit Ian, on va faire la même marche que la dernière fois avant mon accident, mais on va la faire de nuit. Et voilà, et donc on a fait cette marche de 13 miles, d'une vingtaine de kilomètres ensemble. On était couverts de boue, on a traversé comme ça des hôpitaux de nuit. C'était vraiment une expérience assez folle, et ça a fini, on a regardé le soleil se lever sur la Tamise. Bon, je trouvais qu'Andrew Cutting méritait ce petit aparté ou ce petit zoom. Il y a beaucoup d'autres personnes qui, en particulier dans Quitter Londres, ont vraiment une grosse importance. Soit qu'ils aient été des accompagnateurs sur un périple, mais comme le périple est un peu différent en fait, dans Quitter Londres des fois présents, c'est aussi des gens qui, par leur présence ou par leur travail ou par ce qu'ils ont fait à un moment donné, viennent nourrir le voyage et la réflexion. Et je pensais à des gens notamment comme Martin Stone ou Effie Paléologu. Oui, j'ai un peu mal avec les noms grecs. Mais au-delà donc des personnes qui sont présentes physiquement, une des choses qui frappe tout le long de ce tome et qui prend encore de l'ampleur dans Quitter Londres, c'est la présence des fantômes. Ce que j'appelle moi les fantômes qui peuvent être fantômes depuis peu de temps, parce que ça peut être des personnes disparues, voilà, des morts, mais ça peut être depuis longtemps, ça peut être depuis peu de temps. Mais il y a notamment donc alors il y avait la présence par exemple dans London Overground de façon très forte d'Angela Carter, de Jim Ballard, qui était également très très présent. La personne qui domine Quitter Londres, c'est nettement Sebald. Et je veux savoir donc comment est-ce qu'on s'y prend pour dialoguer comme ça au fil des rues, des parcs, des forêts, des asiles d'aliénés désaffectés, avec la présence de ces immenses figures littéraires qui sont là tout au long en fait du texte. Well, I think the city, particularly the city, is a capital of ghosts, of the dead as much as the living. So that, for example, being in Paris one day, in Père Lachaise, and that you kind of begin as you walk down those avenues to commune with the spirits of the great writers who were here before and who maybe haven't shut up yet. The poet W.B. Yeats said that the living, the duty of the living is often to complete the conversation of the dead. And so in a sense, walking in a city is about bringing yourself in to people who feel that their work is not finished yet. And I can't move through a geography of London without Jim Ballard out in the west, or remembering Angela Carter now, who represents South London, and the story of Sebald, but perhaps I'll say more of that, again, so you can. Thank you. It's a strange idea. Oui, de toute façon, toutes les villes, et surtout encore plus les grandes villes, les capitales, sont des villes qui sont habitées par les voix des morts et leurs fantômes. C'est Yeats qui disait que le travail du vivant, c'est de continuer la conversation initiée par les morts. Et pour moi, c'est très difficile de marcher à Londres sans penser à
à Jim Ballard qui habitait dans l'Ouest ou Angela Carter qui habitait dans le Sud, et de convoquer leur voix. Et en fait, chaque rue est habitée par cela. In this book, The Last London or Quitté Londres, the writer W.G. Sebald becomes quite important because in his book Austerlitz, he writes about the East End that I'm very familiar with, but from a different perspective, in that he is writing a kind of fiction based on walks he undertook with a poet called Stephen Watts. And Stephen Watts was a great friend of Sebald, and he became a character in Austerlitz. So when I wanted to go back over the same ground with Stephen now, who's still alive, as the guide, Stephen himself couldn't remember what had happened in the book or what happened in his life. So he was not a fictional character or not a real character. He was hovering between the two. And now he's come into my book. So there are these three lives of this one person. And that's the kind of nature of East London. You know, it's a place of immigration and people who settled and died and lived, and their stories then being found like detective stories by a whole series of writers. Moi-même, je m'intéresse beaucoup à l'East End de Londres, qui est vraiment le quartier très large que je connais le mieux, qui est un lieu d'immigration, un lieu où beaucoup de gens ont vécu, où se sont installés et sont ensuite morts. Et Sebald dans Austerlitz en a fait son point nodal, le lieu principal. Et dans ce livre, il y a un personnage qui s'appelle Steve Watts, qui accompagnait en fait Sebald dans ses pérégrinations à l'époque. Et Steve n'est pas mort, et donc on s'est vu, et il a été un peu mon guide sebaldien dans l'East End. Et en discutant avec Steve, en fait, on se rendait compte que Steve ne se souvenait plus quelle part de son histoire et de son existence était celle de Austerlitz, qui était dans le livre de Sebald, et celle qu'il avait véritablement vécue. Donc c'était assez étrange d'être avec lui, qui allait en plus devenir un personnage dans mon dernier livre, dans Quitter Londres. Et donc voilà, Steve, c'est vraiment exemplaire de ces gens qui ont vécu dans l'East End, qui ont eu plusieurs vies et dont la frontière entre toutes ces vies est assez floue. C'est vraiment une des choses magiques, hein, je pense, dans Quitter Londres, comme dans London Overground et London Orbital, c'est que bon, non seulement Ian Sinclair nous offre un voyage qui fait surgir en fait du paysage la société, la politique, l'histoire, et il la fait pas surgir sous une forme justement d'essai, de récit orchestré, mais dans une espèce d'orchestration du choc des coïncidences qui n'en sont pas. Donc c'est vraiment quelque chose qui est magnifique. Mais l'espèce de bonus complètement incroyable, mais qui est un peu une malédiction aussi pour les gens qui aiment lire, hein, bien entendu, enfin j'en fais tous partie, c'est que c'est aussi le genre de livre qui vous donne envie de lire 10 autres bouquins, parce que effectivement ces auteurs qui sont mentionnés, si vous les connaissez déjà, vous vous dites ça apporte des nouveaux éclairages parce que les auteurs eux-mêmes entrent en résonance avec un bout de paysage qu'on ne connaissait pas nécessairement. Et puis quand c'est des auteurs qu'on ne connaît pas, on n'a rien de plus pressé une fois le livre terminé que de chercher. Moi, ça m'a fait exactement ça avec Muriel Spark dans London Overground. Je ne savais même pas qui c'était. Enfin, je me suis dit, wow, ça a l'air trop bien, faut que je lise. Enfin, bon, c'est un exemple, mais voilà, mais il y en a 10 ou 15 par livre, quoi, donc soyez-y prêts. Hein. Je proposais, j'ai encore deux petites questions, mais je proposais on va pas lire des extraits parce que vraiment ce voyage, il faut le faire en compagnie d'Ian Sinclair dans le texte, à son rythme. Chacun marche pas à la même vitesse qu'Andrew Cutting ou que Ian Sinclair lui-même. Mais en fait, je voulais qu'on lise deux brefs extraits, vraiment très brefs, pour donner un petit peu le type d'approche et de musique qu'il peut y avoir. Et je vous propose vraiment en anglais en fait, et puis après je le dirai en français. This little extract is set in a park very near where I live, and it's a park that looks like a boat, which is quite important. During the war, the Germans bombed the gas works that this ground was on and completely destroyed it. And from the rubble in the 1950s, an architect shaped the park to look like a boat. So it had very high walls, but it had bricks like a lifeboat. It had
hollows, it had a deck, and the point was that on this deck at the back of the park sat a man who never moved. He's always there. As soon as the park opens, he took his position, and he did not move through the entire day, and then he went away. And all of my writing was about moving, fast, walking, and I come back exhausted at the end of my day's walk. This man hasn't moved 1 inch. So I think these are the two modalities of a city. The person who can sit like a vegetable, I call him a vegetative Buddha, and then the mad walkers, the flâneurs, the stalkers, the chasers. Donc cet extrait se déroule dans un parc qui est situé non loin de chez moi. Avant, c'était une usine de gaz qui avait été complètement détruite par l'aviation allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Et dans les années 50, un architecte a décidé de prendre ces ruines et d'en faire un parc dans le quartier. Il lui a donné une forme de bateau, tout simplement, avec des briques rouges qui donnent toute l'allure vraiment d'un bateau de loin. Et à l'arrière de ce bateau, toute la journée, il y a un homme qui s'assied dès l'ouverture du parc jusqu'à la fin de la journée. Et il bouge pas d'1 centimètre. Je l'appelle dans le livre un Bouddha végétatif. Et moi, en fait, j'étais ce marcheur vraiment pressé qui a commencé ma promenade, enfin ma marche ce jour-là depuis le parc. Et quand je suis revenu au bout d'une dizaine d'heures de marche à ce parc, il n'avait toujours pas bougé d'1 centimètre. Et voilà, c'est vraiment assez exemplaire des modalités d'une ville. À la fois ces gens qui peuvent ne pas bouger du tout d'une journée, et tous les flâneurs et les marcheurs intempestifs comme moi. Unraveling riddles, treating street names and street furniture, marks on walls, aerosol revisions to hoardings, found fragments, objects, lists and letters, sodden playing cards, as pages torn from a lost book, identifies London as a detective story. A story with unlimited chapters and no resolution. The point being to find the inspiration for the next journey and a new beginning, another shot at redemption. The Society of St. Margaret was founded by John Mason Neale with the aim of providing prayer and charity for the marginalised, the invisibles of the city. The Dunloe Centre, occupying part of the Priory building, offers destitution services. Notices in English and Polish highlight a weekly drop-in for the homeless. The Refugee Council declares an interest. Perhaps the man on the bench comes from here. We impose connections in a futile attempt to find meaning in a maelstrom of possibilities. Come and enjoy an afternoon of prayers and quiet reflections, says a notice on the door of the Priory, but not now. No service this week, Sister's holiday. Where do they go? The solitary walkers of a certain age, tapping out the bounds of their obscure ministry. Ça va nous permettre aussi d'apprécier toute la beauté de la traduction de Maxime Béret, qu'on ne remerciera jamais assez donc, pour ce travail d'ampleur. Résoudre des énigmes, déchiffrer les noms de rues et le mobilier urbain, les inscriptions sur les murs, les rectifications des publicités à l'aérosol, les objets, les listes ou les lettres, les cartes à jouer détrempées, comme les pages arrachées d'un livre perdu, assimilent Londres à une histoire détective, une histoire au chapitre sans fin et sans résolution. Le but étant de trouver l'inspiration pour un prochain voyage, un nouveau départ, une autre tentative de rédemption. L'Ordre des Sœurs de Sainte-Marguerite a été fondé par John Mason Neale avec l'ambition d'offrir prière et charité aux marginaux, aux invisibles de la ville. Le centre Dunloe, qui occupe une partie du bâtiment du prieuré, propose des services aux indigents. Des affiches en anglais et polonais signalent un accueil hebdomadaire pour les sans-abri. Le Conseil aux réfugiés déclare son intérêt. Et si l'homme du banc venait d'ici? Nous imposons des liens en un effort vain pour trouver un sens au maelstrom des possibles. Venez profiter d'un après-midi de prière et de réflexion silencieuse, annonce une pancarte sur la porte du prieuré. Mais pas maintenant. Pas d'accueil cette semaine, les sœurs sont en congé. Où partent-elles? Les marcheuses solitaires d'âge mûr posent les limites de leur obscur ministère. Very nice. Shall we do the other one? Yeah. The next bit is just one cameo from a walk I do every morning around Hackney.
I go down a canal bank. It's getting harder and harder because now it's all bicycles. It's kind of peloton. It's like the Tour de France on 2 yards. But anyway, there are some people, rough sleepers, because London has become so divided between the very rich and the very poor. There are people sleeping now on a scrap of ground beside this canal under a railway bridge. And then they were allowed to do this right through the winter, which the weather was terrible. And then the first nice day of spring, along comes the immigration authorities in a van and sweeps them all away, which is the moment I think that's recorded here. Donc ce passage, c'est en fait une promenade quotidienne que je fais en descendant de chez moi à Hackney. Je marche le long du canal qui est devenu une sorte de rendez-vous incontournable de tous les cyclistes du coin. Je vois plus de pelotons que de marcheurs au final. Et le passage que je vais vous lire se situe au début du printemps, au moment où les sans-abri qui ont le droit de vivre sous les ponts de ce canal pendant l'hiver sont arrêtés par les agents de l'immigration. And I should also say the other thing with the poverty is that first the poverty is invisible and then it becomes a movie. Because if you've got something picturesque enough, the film crews move in, and you can't keep ahead of the game. Even the graffiti on the wall, probably by the end of the day, has been made into a record cover, and then by next morning it's in a gallery in Brick Lane. So there's a kind of very, very self-conscious sense to this particular form of poverty. Oui, juste un mot sur la dimension que prend la pauvreté à Londres. En fait, la pauvreté devient tellement prégnante que à la fin de la journée, enfin c'est une image bien sûr, on a envie d'en faire un film. Il y a les caméras qui arrivent et qui vont en faire un film documentaire pour les classes aisées. Et puis les graffitis, ça va finir en couverture d'un disque, en pochette d'un disque dès la fin de journée. Le lendemain matin, il est déjà exposé dans une galerie de Brick Lane. Donc il y a quelque chose d'assez étonnant dans cette récupération de la pauvreté à Londres. Right. Public officials, invisible until they swoop, are not so fastidious. One of the human markers I catalogued alongside the Buddha on the bench in Haggerston Park was a rough sleeper in a black bag, the kind in which a body might be removed from a crime scene, on a muddy shelf disputed by a pair of swans and sometimes rats, along from the Empress coach garage under Mare Street railway bridge. Every morning through the winter, in rain and snow, I passed him, encouraged in my own pedestrian rituals by this person's ability to remain just where he was, breathing softly, unnoticed, unmolested, and late rising. I worried when a hut was constructed from driftwood and plastic sheets hooked from the canal, when the solitary gorilla who melted seamlessly into the canal's rubbish trail, spindrift among Red Bull cans and burger caskets, hooded and hidden, found some company. The shelf became a camp, a mess of supermarket trolleys, oil can stoves, improvised kennels, and rubber carpets. The other men went off about their business, but the solitary original stayed in his bag well into the morning. His unseeing neighbours, yards away under another arch, were laying out their cafetières and their croissants for a round-table breakfast, but it was not to be tolerated. Footage of this Calais holding camp made regular appearances on television. This was Hackney. This was the future, the resurrected canal system. This was the film set. Les représentants de l'ordre, invisibles jusqu'au moment où je tombe dessus, ne font pas tant de manière. L'un des points de repère humains que j'avais répertorié, outre le Bouddha du banc de Haggerston Park, était un sans-abri qui dormait dans un sac noir, le genre de sac dans lequel on emporte les cadavres sur une scène de crime. Sur un terre-plein que lui disputaient 2 cygnes et parfois des rats près du dépôt Empress Coaches sous le pont ferroviaire de Mare Street. Chaque matin, cet hiver-là, qu'il pleuve ou qu'il neige, je passais devant lui, encouragé dans mes propres rituels pédestres par sa capacité à rester exactement où il était, la respiration calme, sans se faire remarquer ni molester, et à se lever tard.
Je me suis inquiété le jour où j'ai vu une cabane construite avec des débris de bois et des morceaux de plastique repêchés dans le canal. Quand le guérillero solitaire caché sous sa capuche, qui se fondait sans problème à la traînée de déchets du canal, à ses embruns, canettes de Red Bull, boîtes de burgers, a trouvé de la compagnie. Le terre-plein se transformait en camp. Un bazar de caddies de supermarché, de réchauds à huile, de niches improvisées, de tapis en caoutchouc. Les autres vaquaient à leurs affaires. Mais le solitaire original restait dans son sac jusque tard dans la matinée. À quelques mètres de là, ses innocents voisins préparaient sous une autre arche la cafetière et les croissants du petit déjeuner sur la table ronde. C'était intolérable. Des images du camp de Calais apparaissaient régulièrement à la télévision. Ici, c'était Hackney. C'était le futur, un réseau de canaux voué à la Renaissance, un décor de film. J'avais une question piège, hein, mais Yann Sinclair en fait l'a déjà évoqué en présentant le premier extrait. Est-ce que tu aurais accepté de nous parler de Boris Johnson et du vélo? Would you accept to talk about Boris Johnson and the bicycle? Boris Johnson and the bicycle, yes, of course, yeah. Boris Johnson, you probably know him as a kind of a cartoon, a kind of English Donald Trump. He's like Donald Trump with O-level in Latin. But he was only becoming visible at the time of this book, and he was very much part of developing this part of London, and he always liked to be seen on a bicycle. So he was a kind of man of the people showing the bicycle. And I happened to pass by Old Street, which is known as Silicon Roundabout. It's our kind of Silicon Valley. At the time, Boris Johnson arrived with a television crew. And he was demonstrating how ecologically wonderful he was by being on his bicycle, by being accompanied by 40 great lorries and trucks with cameras. And he kind of got on the bicycle for 10 yards, and then he got back in a taxi. But he did cycle round Old Street Roundabout, which is very brave. So this is a kind of small episode that I just came across by accident, but it is the way that, you know, cities do reveal themselves by randomly walking about in them. Oui, lors de l'écriture de ce livre, par hasard, je suis tombé un jour en allant vers Old Street, qui est une sorte de Silicon Valley de Londres, qui est un peu l'exemple qu'a voulu donner du Nouveau Londres Boris Johnson, qui est le maire de Londres. En passant donc par Old Street, j'ai vu Boris Johnson, qui est une sorte de Donald Trump avec un dog de latin, avec une tête de cartoon. Le truc de Boris Johnson, c'est de montrer qu'il sait faire du vélo et qu'il est quelqu'un qui pense beaucoup à l'écologie. Et donc voilà, donc il était en train de faire ses quelques kilomètres à vélo, suivi par 5 équipes et 10 camions de télévision, pour montrer à quel point il s'intéressait à l'écologie et au bien-être des Londoniens. Et puis bien sûr, quelques mètres plus loin, il a abandonné le vélo et puis il est reparti en taxi. Moi, je pensais que Boris Johnson méritait en fait d'être mentionné ce soir. Il est très présent dans Quitter Londres. And now, of course, he although he doesn't believe it himself, he's the one who's fighting to get us out of Europe. Yeah. Even though he doesn't even believe it for 1 minute himself, because he thought he'd lose. Mais c'est vraiment un personnage emblématique en fait, Boris Johnson, et sans du tout lui faire de publicité, bien au contraire, on se doute bien, venant de Yann Sinclair, que ça ne peut être que de la contre-publicité. Il marque effectivement une sorte de point d'aboutissement, et ça m'entraîne vers ma dernière question en quelque sorte, parce que c'est pas un hasard si en français donc ce troisième texte s'appelle Quitter Londres et The Last London en anglais. On a le sentiment effectivement qu'après avoir tenté de comprendre ce qui s'est passé non seulement au cours des 2 derniers siècles, mais au cours des 30 dernières années, donc en arpentant la M25, la Ginger Line, et puis différents quartiers de Londres qui ont été touchés par les vagues les plus récentes de gentrification, de mise au pas en fait de tout ce qui était un peu justement bizarre, hein, ou qui ne rentrait pas dans quelque chose qui peut être filmé ou marchandisé, ou les deux. Il y a un sentiment qui n'est pas une nostalgie, qui est en tout cas quelque chose en disant c'est un peu fini. Et donc moi cette question c'était est-ce que Quitter Londres marque effectivement le bout d'un voyage, après c'est fini, ou est-ce qu'il va quand même falloir revenir un peu sur le terrain, voir ce qui ressurgit dans les ruines ou dans les...
it's Journey to the End of the Night in the sense of Celine. It marks the end of a project for me that I've been writing about London for many years, since I'm not a Londoner. I came from somewhere else, but I started, as a gardener in the ground, writing little books that were privately published, and this then became novels, and then this became a more public kind of discourse. But I feel that we've reached the end of that, because it's not that I don't want to write about this city any longer. It's that city is not really there in the same way. Every day that you get up, it's a different landscape. And the biggest problem is the destruction of language, because everything is now kind of fake news. Everything boasts of something that isn't going to happen. And so in a sense, the old style writing about London would have to be very different. And I think I've done what I can do, and it's time to move away and write about other things. I say that the old London, this book, The Secret of Radinsky's Room, is the kind of portrait of London that really was the city that belonged to the immigrants, the Huguenots, the Jews, the Muslims that came into this one quarter of the city and brought in other kinds of narrative with them. And that process is now not so possible. Alors, effectivement, pour moi, The Last London, qui était mon dernier livre, c'est un peu, alors, sans faire de parallèle direct, bien sûr, une sorte de voyage au bout de la nuit pour moi, comme pouvait l'avoir écrit Céline dans son titre en tout cas. C'est pas que je ne veux pas continuer à écrire sur la ville de Londres, c'est qu'en fait la ville de Londres n'existe plus en tant que telle, et que la façon que j'avais eu de l'aborder il y a de cela plusieurs décennies, alors que j'étais un jardinier qui venait de la province anglaise et qui commençait à faire ses petits textes, ses poèmes, puis qui ensuite est passé à un stade de romancier, qui a dû même avoir des discours publics sur Londres, puisque quand j'étais médiatisé, on me demandait mon avis. Tout cela, en fait, le langage que j'utilisais, il est plus valide pour parler de la ville et de ce qu'elle est, et de ce qu'elle devient chaque jour, un nouveau décor qui change de jour en jour. Et je n'ai pas envie d'adopter un langage où le sens est tordu et faussé pour pouvoir évoquer cette nouvelle ville qui se présente à moi. Si on veut avoir une idée de ce qu'était la ville de Londres, une ville qui est un nœud, qui a abrité, accueilli tous les immigrants, aussi bien les Huguenots, les Juifs, les musulmans, qui était une ville de pauvreté et de diversité, on peut se replonger dans ce livre que j'ai écrit avec Rachel Lichtenstein il y a près de 2 décennies, qui s'appelle La Chambre de Rodinsky, et qui, je pense, est un bon aperçu de l'époque. Une des choses extraordinaires avec Quitter Londres, comme avec les 2 précédents, c'est que Ian Sinclair nous parle évidemment en profondeur de l'histoire de Londres, de la société de Londres, de la politique de Londres, et de la manière dont, de façon terriblement inexorable, toutes les significations en fait ont été vidées, changées, homogénéisées. Il y a de moins en moins en fait de choses à l'intérieur. Effectivement, c'est le Millennium Dome. C'est une coquille avec à l'intérieur pas grand-chose ou que du même. Évidemment, ça parle beaucoup de Londres. On se doute bien tous que ça parle pas que de Londres, que ça a une valeur beaucoup plus universelle encore, et que avec cette forme justement de pérégrination, des travaux qui ont pu être faits dans des formes complètement différentes, et on pense, je crois qu'il est mentionné à Meg Davis pour Los Angeles City of Quartz, à un travail également complètement différent, mais pour saisir un moment de bascule de ce qu'a pu faire David Peace sur le Yorkshire, dans le Quatuor du Yorkshire. Mais la puissance en fait que met dans ce quotidien qui permet de détecter tout ce qui s'est passé, et la façon dont il y a eu des fêtes, on ne sait pas vraiment de qui, mais en tout cas on sait que globalement c'est quand même de nous, quoi, hein. C'est magnifique, c'est poignant, c'est extrêmement intelligent. Ça doit aussi vous donner envie de lire, non pas les équivalents, parce qu'il n'y a pas d'équivalent à ce que fait Ian Sinclair, mais les gens qui vont un peu travailler dans cette zone pour la France, et je pense, pour n'en citer que 3, parce qu'il y en a d'autres, mais 3 que j'aime beaucoup, et j'en profite, pensez à lire ce que font Xavier Boissel, Bruce Bégou et Philippe Vasset, parce que c'est des choses qui sont vraiment passionnantes.
et bien, même si ça parle cette fois de Paris ou de Bordeaux ou des banlieues parisiennes. Yann Sinclair a vraiment réussi pour moi quelque chose qui est voilà, qui affecte de ne pas être de la littérature littéraire et qui est un sommet en fait d'écriture, et pas seulement justement de faux reportages du quotidien où on vient injecter énormément de culture et de sens. C'est vraiment, je crois qu'on l'a entendu aussi, c'est d'une écriture qui est magnifique, et ce qui fait que ces quelques centaines de pages en fait passent comme une lettre à la poste et que vous en redemanderez à peine vous aurez fini. Et donc je vous encourage à surtout, si vous n'en avez qu'un seul, à prendre les deux autres et à ne pas hésiter à en prendre plusieurs, parce que c'est toujours fini trop vite, vous verrez. En tout cas, merci infiniment Yann Sinclair d'avoir accepté cette invitation qui nous a vraiment fait très très plaisir. Et on va pouvoir continuer les discussions autour de quelques verres. Donc voilà, merci beaucoup.